Vous écoutez Expérienceur, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur les phénomènes hors normes tels que les sorties de corps, la clairaudience, la télépathie, les prémonitions, les contacts avec les défunts, etc. etc. Expérienceur, une porte d'entrée dans le monde invisible vécu de l'intérieur. Bonjour, ça y est, je me jette à l'eau. Je m'appelle Audrey et je suis vraiment très heureuse de vous accueillir dans cet épisode 0 de Expérienceur, le podcast qui rend visible l'invisible. Dans ce pré-épisode, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de nous réunir autour de ces sujets aussi intrigants que passionnants que sont les états de conscience modifiés. Alors, pour commencer, de quoi parle-t-on ? Il existe des états tout à fait banals comme les rêveries, la concentration ou encore ceux recherchés volontairement pour leurs effets apaisants. La sophrologie, la relaxation, la méditation ou encore l'hypnose. Ils sont considérés comme normaux, entre guillemets, parce qu'ils sont vécus par la grande majorité d'entre nous. Ensuite, viennent des états beaucoup moins courants, comme les rêves prémonitoires, les apparitions mystiques, les sorties de corps, etc. etc. Ceux-là sont beaucoup plus dérangeants pour notre société matérialiste qui a tendance à les rejeter et à les définir comme anormaux. Pourtant, comme vous le verrez dans les prochains épisodes, une fois intégrés et compris, ces phénomènes sont porteurs de messages essentiels et profondément humains. Ils vont même, parfois, jusqu'à reconnecter l'expérienceur à l'essence même de ce qu'il est. Ce qui va souvent orienter sa vie vers des choses très simples comme l'amour, la bienveillance, le non-jugement, la compassion, la simplicité. Dans notre vocabulaire, il existe plusieurs termes pour parler de la même chose. Les médias parlent d'expériences extraordinaires, hors normes, ou encore de conscience élargie. Les scientifiques, eux, préfèrent utiliser les termes d'expérience exceptionnelle, d'état de conscience modifié ou d'état non ordinaire de conscience. Avant, on parlait aussi d'expérience paranormale. Alors, est-ce si exceptionnel que ça ? Les études scientifiques nous montrent qu'il y a entre 50 et 65% de la population générale qui vit au moins une expérience de ce type au cours de sa vie. Une personne sur deux. Ça veut dire que des millions de personnes à travers le monde vivent des phénomènes plutôt étranges et quasi inconnus des professionnels de santé, en tout cas en France. Même si certains ont tout de même déjà entendu parler des expériences de mort imminente, souvent dans les médias d'ailleurs, simplement parce que ce sont les expériences les plus scientifiquement étudiées. Dans 50% des cas, ces phénomènes sont vécus de façon négative. Ça veut dire que l'expérienceur aurait potentiellement besoin d'aide, de professionnels de santé ou autres thérapeutes. C'est surtout le cas quand ça arrive de façon spontanée. Dans ces cas-là, ça peut provoquer des émotions très intenses. Des émotions négatives du style des angoisses, des peurs, de l'agitation psychocorporelle et de nombreuses questions. Le mental se met en branle pour essayer de comprendre. Et du coup, ça a entraîné des questions du style « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai vécu ? Pourquoi moi ?» Et si ça réveille des peurs, ça va être « Est-ce que ça va recommencer ?
Est-ce que je suis en train de péter les plombs? Du jour au lendemain, en fait, toute la réalité de l'expérienceur peut être bouleversée. Et ça, on en parle rarement. Souvent, les médias sont friands de ces expériences très étranges. Qui n'a pas entendu parler du tunnel, de la lumière et de l'amour dans laquelle baigne la personne qui a vécu une expérience de mort imminente? Mais on parle rarement du long parcours d'intégration qu'il faut à l'expérienceur pour vivre ici-bas avec ces nouvelles références, avec cette nouvelle réalité. Une fois qu'il a traversé ce genre d'expérience, sa vie change. Et il doit apprendre à vivre avec de nouvelles lunettes, avec une nouvelle manière de voir le monde qui l'entoure et son monde intérieur. Vivre un processus d'ouverture de conscience, c'est rarement une partie de plaisir. Parfois même, les expériences vont se reproduire, voire changer. L'expérienceur peut vivre plusieurs phénomènes différents. Une fois que la conscience s'ouvre, elle continue à s'ouvrir. C'est pour ça que certains parlent d'expansion de conscience. Alors, à qui en parler sans que votre interlocuteur vous regarde de manière bizarre, juge votre expérience, ou pire, vous range dans la case folie. Et ça peut être très délicat parfois. Évidemment, en vous parlant de tout ça, j'ai bien conscience d'être sur un sujet très très sensible. En tant que professionnelle de la santé et expérienceuse, je sais que la frontière entre les états de conscience modifiés et la pathologie mentale est très très mince. Je ne remets absolument pas en cause les expériences, qu'elles soient pathologiques ou pas d'ailleurs, mais je me questionne sur comment elles sont interprétées, comment elles sont intégrées, assimilées par la personne elle-même, par son entourage et par les professionnels de santé. Si ce podcast peut un minimum sensibiliser le public et les professionnels de santé, les thérapeutes, à d'autres réalités, alors je serai la plus heureuse. De mon point de vue, tant que l'on voudra uniquement donner une explication matérialiste à certains phénomènes, comme les hallucinations, les sorties de corps, ou encore, par exemple, la dépersonnalisation, on passera peut-être à côté de choses vraiment importantes. Nombreux sont les expérienceurs que j'ai pu rencontrer qui doutent de leur vécu, qui s'isolent par peur du jugement et qui n'osent pas en parler à un médecin ou à un thérapeute. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a une très belle étude du docteur Mathieu Delvaux sur les expériences de mort imminente et les difficultés d'intégration des expérienceurs. Cette étude, elle date de 2018. Dans cette thèse, le docteur Delvaux aborde aussi le rôle des professionnels de santé dans ce cadre-là. Il nous montre que 82% des EMI surviennent lors d'une pathologie, c'est-à-dire un arrêt cardio-respiratoire, un infarctus, une hémorragie par exemple. Donc, vers des professionnels de santé. 42% de ces EMistes vont partager leur expérience dans la semaine qui suit, avec leurs proches, avec leurs amis, leurs conjoints. Ils ont vraiment besoin d'en parler et ça les soulage dans 70% des cas. Malheureusement, je dirais, cette étude montre aussi que d'autres mettent entre 5 et 48 ans avant d'en parler. Et dans 70% des cas, ils se taisent par peur de la réaction de leur interlocuteur. Moi, j'ai mis 8 ans. 8 ans avant d'en parler. 8 ans d'isolement. Et si je suis là aujourd'hui à vous en parler, c'est probablement parce que c'est la plus grande souffrance de ma vie. Cet isolement, cette incompréhension, j'aurais eu besoin d'aide, j'aurais eu besoin de trouver quelqu'un avec qui partager mes expériences. J'ai pas trouvé. L'étude
du docteur Delvaux montrent également que les 29% des patients qui ont osé en parler avec les soignants ont rencontré dans 56% des cas des réactions négatives de la part des professionnels. Soit ces soignants sont indifférents, soit ils nient l'expérience, ou encore ils remettent en doute leur santé mentale. Je peux vraiment être des deux côtés, mais dans les études des professionnels de santé, on n'aborde pas les états de conscience modifiés. Bon, j'arrête là avec les chiffres, hein. Mais pourquoi ces expérienceurs ont-ils tant besoin d'en parler? Eh bien, on a besoin d'en parler pour donner du sens, pour intégrer l'expérience. On a besoin de comprendre ce qu'il nous arrive. Ces phénomènes sont parfois si étranges, si intenses, que certains expérienceurs remettent en question leur santé mentale. Et ils ont parfois besoin de redonner du sens à leur vie avec un grand V. Il faut savoir que dans 50% des cas, l'expérienceur va vivre ces phénomènes de façon négative. Ils auraient donc besoin d'en parler dans un endroit sécurisé et d'être accompagnés par des professionnels qui sont sensibilisés aux états de conscience modifiés. Pas quelqu'un qui va douter de votre vécu, qui va vous dire ça doit être l'anesthésie ou les opiacés ou encore je ne sais quoi, mais quelqu'un qui va réellement vous écouter. Parce qu'une chose est sûre, pour l'expérienceur, il ne rêve pas. Ce qu'il a vécu est certes très étrange, incompréhensible, mais bel et bien réel. En 2008, suite à un enterrement, j'ai vécu l'expérience la plus bouleversante de ma vie. Une ouverture spirituelle spontanée, que les spécialistes appellent également expérience d'émergence spirituelle. Celle-ci fut accompagnée par la suite de perceptions extrasensorielles incompréhensibles pour moi. Je n'ai rien, mais rien compris à tout ce que j'étais en train de vivre. Du jour au lendemain, moi qui depuis l'adolescence avais fait une croix sur tout ce qui était religion, la spiritualité, je ne savais même pas ce que c'était d'ailleurs. Eh bien, du jour au lendemain, j'ai eu envie de prier. J'ai eu envie de me rendre dans les églises pour ressentir l'énergie. J'ai lu des dizaines de livres parlant de spiritualité. C'était bien clair que ma formation d'infirmière en santé mentale ne cadrait absolument pas avec ce que j'étais en train de traverser. C'est bien simple, ma tête, mon mental, mon côté cartésien me disait « Waouh, tu es en plein délire mystique ». Mais mon cœur, ma partie sacrée, me soufflait « Non, non, ça va aller. Surtout, ne va pas voir un médecin ». Ou encore quand j'étais très agitée par ces incompréhensions, parce que je cherchais à comprendre ce que j'avais vécu, je pouvais recevoir l'information « La maladie, ce n'est pas ce que tu as appris ». Et cette information avait clairement un effet anxiolytique. Moi qui pratiquais la méditation, la sophrologie depuis plusieurs années, quand ça m'est arrivé, j'avais toujours cet observateur qui était là. Et il y avait cette partie de moi qui observait que, waouh, quand je recevais cette information, eh bien, ça avait un effet apaisant. Ça avait tendance à calmer mon mental hyperactif sur ce phénomène-là, à chercher à comprendre, quoi. En fait, on me montrait une certaine direction que je ne voyais pas encore. Pendant plusieurs mois, donc, je me suis sentie vraiment perdue, sans repère. Et j'ai vraiment eu très, très peur de perdre la raison. Je n'avais jamais entendu parler de montée de Kundalini, de phénomènes énergétiques, de perceptions extrasensorielles, etc., etc. Pour moi, la clairaudience, les sensations de présence, les sensations d'énergie, ça signifiait simplement hallucination, donc pathologie. À cette époque, je vivais
aussi synchronicité sur synchronicité. Tout allait très vite. Je recevais des informations de partout. Parfois, ça allait peut-être un peu trop vite. J'aurais eu besoin d'aide. J'aurais eu besoin de quelqu'un qui m'accompagne dans ce que je vivais. Mais je n'ai réellement pas su vers qui me tourner. Et d'autant plus que quelques mois plus tard, je me suis sentie merveilleusement bien. Et ce, pendant plusieurs mois. Je pouvais observer mon émotionnel qui était très stable. Je ressentais une paix intérieure, ce que je cherchais avec mes pratiques de méditation et de sophrologie depuis des années. C'est comme si cette expérience était venue guérir une partie de ma psyché. Alors autant vous dire que mon mental était encore plus dans l'incompréhension. Qu'est-ce que j'avais vécu? Si c'était pas une psychose, qu'est-ce que c'était? J'ai donc décidé de suivre ce que j'appelais à l'époque mon intuition. Il me faudra beaucoup de temps pour comprendre que c'était bien autre chose. Je me suis donc retrouvée en pleine crise identitaire. Qui suis-je? Et je suis restée isolée et dans l'incompréhension la plus totale pendant 8 ans. 8 ans, c'est très très long. 8 années à chercher, à comprendre, c'était vraiment ça. Je me suis transformée en une sorte de Sherlock Holmes. Je me suis mise à tester de nombreuses techniques d'état de conscience modifiées, à suivre des cours, à écouter des conférences, celle de l'INRES par exemple. Voilà, c'est une très belle conférence. Donc j'ai découvert Stanislas Grof, etc., etc. Et puis un jour, par hasard, je suis tombée sur le livre État modifié de conscience, NDE, OBE et autres expériences aux frontières de l'esprit de l'Institut suisse des sciences noétiques. Enfin, j'avais d'autres explications que l'unique référentiel lié à ma formation d'infirmière. Il fallait au moins ça parce que ça ne s'est pas arrêté là. En 2013, suite à une banale intervention chirurgicale, j'ai fait une grave hémorragie accompagnée d'une expérience de mort imminente. Et l'année suivante, j'ai suivi une formation intensive en méditation avec les mantras. Et j'ai expérimenté ce qu'on appelle des montées de Kundalini. Là, ma sensibilité est devenue légèrement problématique. J'avais trop de connexions. Je recevais trop d'informations, de ressentis, et mon mental cartésien rejetait tout en bloc. J'en voulais pas puisque pour moi, avec ma formation d'infirmière en santé mentale, ça signifiait pathologie. Je vous donne un exemple. À l'époque, je faisais quelques consultations individuelles en sophrologie et il suffisait que je touche la personne que je recevais et pour avoir des informations du style elle a eu une entorse à la cheville droite. Et en plus, ça insistait, mais vas-y, dis-lui ce que tu perçois. Mais j'étais incapable de dire quoi que ce soit. Comment je pouvais accepter des informations, des phénomènes que je ne connaissais pas, qui sont rejetés par la société matérialiste dans laquelle je vis, ou pire, psychiatrisés par certains de mes anciens collègues. Bref, j'ai eu besoin de preuves scientifiques, de m'accrocher à quelque chose de très terre à terre. Tout ce que je vivais me semblait tellement intangible, improbable. Pour faire taire mes peurs, mon mental hyperactif, eh bien, j'ai commencé à demander de l'aide à ce monde intangible. À l'époque, j'avais l'impression que la vie avec un grand V me permettait toujours de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, que ce soit les thérapeutes ou les scientifiques. J'ai ainsi participé à plusieurs études en tant que cobaye. Première, ça a été sur mon expérience de mort imminente à Genève. Et puis, mes réactions émotionnelles face à la mort. Je doutais tellement de toutes ces perceptions que j'y suis allée en me disant, tiens,
au moins, je vais passer des tests et on va me prouver que c'est bien une expérience de mort imminente. Ça doit être mon côté infirmière en santé mentale. Le fait de passer des tests me rassurait énormément. J'ai aussi été invitée à l'université de Fribourg, l'université de psychologie de Fribourg, devant de futurs psychologues pour parler de mes expériences. Et ensuite, j'ai été invitée aussi à participer à une étude scientifique pour différencier les expériences exceptionnelles de la schizophrénie. Je me vois encore, à l'époque, j'étais dans ma voiture, à l'époque où je suis allée à cette université à Fribourg témoigner, je me vois dans ma voiture, j'étais poussée par un élan intérieur très très fort. Et dans ma voiture, je pensais, je ne sais pas pourquoi je vais là, mais je sais que je dois y aller. Les étudiants en psychologie, de futurs cliniciens, terminaient leur cursus de formation sur la schizophrénie par le témoignage de ce que j'avais vécu, par tout ce que j'avais traversé. Et ce jour-là, le professeur en psychologie qui m'avait invité m'a fait un très très beau cadeau. Elle m'a présenté en disant à ses élèves, vous êtes de futurs cliniciens. Le jour où vous avez un patient qui vient et qui vous dit qu'il entend des voix, n'oubliez jamais le témoignage que vous allez entendre là, parce que entendre des voix n'est pas forcément pathologique. Ce jour-là, tout a pris sens. Ça n'a pas été facile. Ce témoignage n'a pas été simple pour moi. Me retrouver à témoigner devant mes collègues, en fait, d'expériences profondément intimes. Mais par contre, c'est venu valider, ça m'a permis d'intégrer tout ce que j'avais vécu. Et si ce vécu, toutes ces années à chercher dans la souffrance, dans l'incompréhension, pouvaient un minimum ouvrir les consciences à d'autres réalités, alors enfin, oui, ça prenait sens. Il m'aura fallu une quinzaine d'années pour comprendre et intégrer tout ce que j'ai vécu. Mais surtout, bien au-delà de toutes ces expériences et des histoires créées par mon mental tout autour de ce que j'avais vécu, parce que c'est vraiment ça, elles m'ont permis de comprendre que tout était déjà là. La partie en moi qui cherchait à comprendre s'est petit à petit effacée pour laisser la place à la présence de l'instant. Durant ce long parcours, j'ai rencontré de nombreux expérienceurs, dont plusieurs parmi les professionnels de santé d'ailleurs, mais aussi des scientifiques, des spécialistes des états de conscience modifiés. J'ai découvert des professionnels qui sont formés à l'accompagnement des états de conscience modifiés. C'est à tout ce petit monde-là que j'ai envie de tendre mon micro afin qu'ils nous partagent leur rencontre avec l'invisible, comment ils ont accueilli ces phénomènes défiant toute explication rationnelle, comment cela a transformé leur vie peut-être, et surtout, par-dessus tout, quelle empreinte lumineuse tout cela a laissé dans leur existence, dans leur action au quotidien. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Merci de votre écoute. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est probablement que le sujet vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes, mais moi aussi peut-être à partager à vos amis, à vos collègues, si le cœur vous en dit. De mon côté, je vous dis à tout bientôt. Vous écoutiez Expérienceur,
un podcast entre science, conscience et spiritualité. Ou comment rendre visible l'invisible.